L'armée de l'air israélienne a mené des frappes sur les Houthis au Yémen, en coordination avec les Américains au cours du week-end, alors que les manifestations de rue hebdomadaires contre Israël se déroulaient dans la capitale, Sanaa, au Yémen. Les frappes ont touché des infrastructures vitales que les Houthis utilisaient pour mener leurs attaques de missiles balistiques contre Israël et pour cibler la navigation dans les eaux internationales de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandaz. Il s'agit notamment de la centrale électrique de Ras Issa et des ports de Hodeïda. À la suite de ces frappes, le ministre israélien de la Défense, Yisrael Katz, a déclaré « Nous allons traquer les chefs de l'organisation terroriste Houthi ». Israël estime que les Houthis riposteront et le niveau d'alerte en Israël est donc élevé. Et le Premier ministre Benjamin Netanyahou a déclaré « Comme nous l'avions promis, les Houthis paient ». Et ils continueront à payer un lourd tribut pour leur agression. Entre-temps, de manière mystérieuse, une série de dirigeants Houthis ont trouvé la mort ces derniers jours, malgré la politique des dirigeants consistant à s'installer dans des complexes souterrains et à éviter d'utiliser des téléphones portables. À la frontière nord d'Israël, l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah est sur le point de s'effondrer. Un communiqué de l'armée israélienne indique qu'elle reste attachée aux accords avec le Liban, mais les violations répétées de ces accords par le Hezbollah rendent les choses très difficiles. Entre-temps, l'émissaire américain Amos Hochstein a informé les responsables libanais du retrait de Tsahal du sud du pays dans les 2 semaines, conformément à l'accord de cessez-le-feu, et il a reconnu le nouveau président du Liban. Joseph Ayoun commence à agir dans son nouveau rôle de président du Liban, et nous vous parlerons de ses premières actions. Plus loin, en Syrie, un projet d'attaque de la mosquée Saïda Zainab par l'ISIS a été déjoué, et plus loin, l'Iran a dévoilé son volcan endormi, sa nouvelle cité des missiles. La cérémonie d'inauguration a eu lieu ce week-end en présence du commandant suprême et du commandant de la branche aérienne et spatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Cependant, le nouveau président élu des États-Unis, Donald Trump, se prépare à frapper l'Iran de plein fouet et toute la région se prépare à cet impact. Mati Shoshani, analyste principal de TBN pour le Moyen-Orient, nous présentera ce sujet et d'autres développements survenus au cours du week-end dans notre voisinage. Ce fut un week-end difficile pour les forces de défense israéliennes, qui ont perdu 4 soldats tués au combat dans la bande de Gaza. Mais ce fut également un week-end difficile pour le Hamas, qui a subi des frappes continues de Tsahal, en particulier dans la partie nord de la bande de Gaza. Pendant ce temps, les négociations pour la libération de nos otages à Gaza se poursuivent. L'envoyé de Trump, Steve Witkoff, s'est rendu au Qatar au cours du week-end pour participer aux pourparlers. Il s'est également rendu à Jérusalem ce week-end pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Au cours de leurs entretiens, il a souligné que M. Trump souhaitait qu'un accord soit conclu avant son investiture le 20 janvier, dans une semaine. Nous avons beaucoup à dire aujourd'hui, alors plongeons dans les détails. Je m'appelle Yair Pinto et voici votre reportage Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 4e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et les milices chiites en Irak. Tous reçoivent leurs ordres de l'Iran, le chef de l'axe du mal au Moyen-Orient. Avant de commencer, je vous invite à chercher le bouton d'abonnement et à cliquer dessus pour ne plus jamais manquer un épisode de Boots on the Ground. Vendredi, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne ont été envoyés à 2000 km au sud pour attaquer des cibles Houthis au Yémen. Selon l'armée israélienne, cette attaque a été menée en réponse aux attaques répétées des Houthis contre l'État d'Israël, ses citoyens et les infrastructures civiles du pays, y compris le lancement de drones et de missiles surface-surface en direction du territoire israélien. Toutefois, cette attaque n'a pas été menée uniquement en raison de ce que les Houthis font subir à Israël. Elle a également été menée pour contrer les attaques des Houthis contre les cargaisons internationales.
Et nous le savons parce que c'était la première fois qu'Israël agissait contre les Houthis en coordination directe avec les Britanniques et les Américains. Les frappes ont débuté vendredi vers midi, des avions américains et britanniques ayant touché des cibles souterraines dans le nord du Yémen, ainsi que dans la capitale, Sanaa. Quelques heures plus tard, les avions israéliens ont atteint leur cible. Une équipe du commandement central des États-Unis était présente dans la cellule de commandement des frappes de l'armée de l'air afin d'assurer une coordination maximale pendant l'opération. L'unité du porte-parole de Tsahal a déclaré que parmi les cibles attaquées se trouvaient les infrastructures de la centrale électrique de Hadiz, qui sert d'infrastructure électrique centrale pour le régime Houthi. En outre, des infrastructures ont été attaquées sur la mer Rouge et dans le port de Houdaïda, sur la côte ouest du Yémen. Des lanceurs de missiles balistiques ont également été frappés. Les cibles attaquées illustrent l'utilisation militaire que fait le régime terroriste Houthi des infrastructures civiles à des fins de terreur. Sur des images diffusées par Tsahal, on peut voir des F-16 jets israéliens voler vers le Yémen et effectuer une manœuvre de ravitaillement en vol avec un Boeing 707 du 120e escadron de transport. Au total, plus de 20 avions de l'armée de l'air ont participé à la frappe, larguant une cinquantaine de munitions sur 3 cibles principales et, comme pour les frappes précédentes, tout s'est déroulé en plein jour. Selon le portail d'information El Masirach, une grande manifestation de rue a eu lieu à Sanaa, la capitale du Yémen, en soutien au Hamas à Gaza, au moment même où la frappe a touché une cible Houthi à proximité. Cette manifestation a lieu régulièrement à Sanaa et les forces alliées n'ont manifestement pas jugé nécessaire de s'en mêler. Elle a suffi à faire passer le message, même s'il est permis de douter que l'organisation Houthi le comprenne. Un portail d'information affilié aux Houthis a également fait état d'une série de 6 frappes sur le port de Ras Issa, dans la province de Houdeïda. Les dernières frappes sur le sol yéménite remontent à mercredi. Selon un rapport au Yémen, un total d'une trentaine de frappes ont été menées conjointement par les États-Unis et Israël dans les provinces de Sanaa et de Hodeïda. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a suivi les frappes au Yémen depuis le bunker du commandement de l'armée de l'air, en compagnie du commandant de l'armée de l'air, le général Tomer Bar, et d'autres hauts responsables. Il a ensuite fait une déclaration aux médias. La frappe de l'armée israélienne au Yémen est un message clair et direct au chef de l'organisation terroriste Houthi, Abdul Malak al-Houthi, et aux autres chefs de l'organisation terroriste Houthi au Yémen. Personne ne bénéficiera de l'immunité. Nous vous traquerons et nous détruirons l'infrastructure terroriste que vous avez construite. Il est certainement remarquable que la forte coordination entre Israël et l'administration Biden ait permis de mettre l'accent sur les infrastructures, les ports, les centres de stockage d'armes et les sites de lancement de missiles. Dans un peu plus d'une semaine, une nouvelle administration américaine, sous la direction du président élu Donald Trump, entrera en fonction et la coordination des efforts contre les Houthis devrait se poursuivre, voire s'étendre. Certains responsables des services de renseignement israéliens seraient favorables à une opération ciblée contre les dirigeants Houthis, y compris des assassinats dans le cadre d'un effort international commun. L'implication de l'Europe dans ces opérations est jugée peu probable, mais les Américains ne seraient pas opposés à une coopération avec ces plans. Chez TBN francophone, nous nous efforçons de vous apporter la vérité sur ce qui se passe en Israël et chaque contribution financière nous donne le carburant nécessaire pour continuer à aller de l'avant. Rendez-vous donc sur notre site internet à l'adresse tbnfr.org ou cliquez sur le bouton « Faire un don » sur YouTube. Chaque euro nous aide à créer davantage de vidéos et de contenus depuis Israël. Voyons ce qui se passe réellement en Syrie, car de nombreux rapports confus nous parviennent de ce pays depuis quelques jours. Selon le journal libanais Al-Akhbar, la Direction générale des renseignements syriens a annoncé samedi qu'elle avait suivi un attentat terroriste planifié dans la mosquée Sayyada Zayana, dans la banlieue de Damas, ce qui a conduit à l'arrestation des personnes impliquées dans le complot. Selon le rapport, l'organisation terroriste ISIS était derrière la tentative d'attentat. Cela intéresse Israël pour différentes raisons, notamment parce que nous ne voulons pas voir notre voisin du Nord devenir un État failli et un espace non gouverné comme l'Afghanistan,
ce qui donnerait aux terroristes mondiaux et aux syndicats du crime une base pour opérer juste à côté de chez nous, ce qui créerait toutes sortes de nouveaux problèmes pour Israël. Mais avant de parler de cela, nous devons jeter un coup d'œil sur ce qui se passe chez nos voisins libanais, car les événements qui se déroulent dans ce pays nous affectent également ici, en Israël, ainsi qu'en Syrie. Au cours du week-end, Tsahal a observé 3 terroristes présumés opérant près de la frontière israélienne dans la région du Mont Dov, et ils ont été éliminés par une frappe aérienne. Dans une déclaration sur l'incident, l'unité du porte-parole de Tsahal a indiqué que Tsahal reste attachée à l'entente entre Israël et le Liban, qu'elle est déployée dans tout le sud du Liban et qu'elle agira pour éliminer toute menace contre l'État d'Israël et ses citoyens. Toutefois, au sein de Tsahal, on n'est pas satisfait de la manière dont l'accord de cessez-le-feu est mis en œuvre et l'on pense que le Hezbollah trompe et n'applique pas l'accord tel qu'il a été formulé. Israël a également fait savoir, par l'intermédiaire de l'envoyé spécial des États-Unis, Amos Hochstein, que si l'armée libanaise ne renforce pas son emprise sur la zone proche de la frontière, Tsahal n'aura d'autre choix que de rester sur place. Des progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu. Ainsi, Tsahal a quitté cette semaine la ville centrale de Nakoura, dans le secteur ouest, près de la frontière de Rosh Hanika. Des photos publiées dans les médias libanais montrent l'armée libanaise se déployant à cet endroit à la place des forces de Tsahal. Samedi matin, le portail d'information Al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a rapporté que Hochstein avait informé un responsable libanais que Tsahal se retirerait du sud Liban dans les 2 semaines. Selon le rapport, la promesse américaine a été transmise dans le contexte de la conclusion de la période de 60 jours fixée par le cessez-le-feu qui approche à grands pas. Hochstein a souligné auprès des responsables libanais que Washington s'engageait à assurer le retrait total des forces de Tsahal de la région, conformément aux accords conclus. Dans le même temps, l'envoyé américain a demandé à l'armée libanaise de se préparer à renforcer son état d'alerte dans le sud du pays afin d'éviter un vide sécuritaire. Hochstein a également précisé que le Hezbollah devait remettre à l'armée libanaise toutes ses armes situées au sud du fleuve Litani dans le cadre des mesures visant à renforcer la stabilité régionale. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chances que cette dernière partie se produise. Mais bien sûr, l'envoyé américain doit dire qu'il est nécessaire qu'elle se produise pour sauver les apparences. Quoi qu'il en soit, il y a un nouveau facteur dans l'arène libanaise, et c'est le nouveau président Joseph Aoun. L'élection de Aoun, ancien commandant en chef de l'armée nationale libanaise, laisse espérer un nouveau départ dans la politique libanaise. Le poste de président est resté vacant pendant près de 2 ans, principalement parce que le Hezbollah ne voulait pas d'une opposition nationale forte à son programme, et l'élection d'Aoun est un autre signe de la diminution de son pouvoir au Liban. Dans l'un de ses premiers actes officiels en tant que président, Aoun a annoncé que les consultations au Parlement en vue de la nomination d'un nouveau Premier ministre débuteraient lundi prochain, afin d'achever la formation des institutions constitutionnelles du pays. Le discours d'investiture du président, prononcé après son serment constitutionnel, a été largement apprécié en raison des principaux points qu'il a soulevés et que Aoun s'est engagé à mettre en œuvre afin de restaurer l'autorité de l'État et de construire ses institutions. Cependant, le nouveau président du Liban doit faire face à des défis importants, compte tenu de la grave crise que le pays a traversée ces dernières années. Et le plus grand défi de tous est la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait d'Israël, ainsi que la mise en œuvre de la résolution numéro 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'a que trop tardé. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à rendre compte de tous les développements dans l'arène du Nord. Pour vous aider à mieux comprendre ces développements, Mati Shoshani, analyste de TBN pour le Moyen-Orient, va maintenant nous donner un aperçu approfondi des derniers développements avec le chef de l'Axe du Mal au Moyen-Orient, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. La nouvelle cité de missiles de l'Iran a été dévoilée en présence de son commandant suprême et du commandant de la force aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique au cours du week-end, quelques jours seulement avant l'investiture du président élu des États-Unis, Donald Trump. Mati,
Pensez-vous que cela aura un effet sur les projets de Trump de revenir à la politique de pression maximale contre l'Iran? Si oui, quelles en seront les conséquences? Wow, Yair. Ce sont des questions difficiles mais très importantes pour le début de la semaine. Le week-end dernier, au cours d'exercices militaires de grande envergure, l'Iran a révélé l'existence d'une nouvelle cité souterraine de missiles destinée à la production de systèmes d'armes avancées, y compris de nouveaux missiles et drones. Ce dévoilement intervient dans un contexte de tensions croissantes avec Israël et d'inquiétude quant au durcissement de la politique américaine sous l'égide du futur président Donald Trump. Selon la télévision d'État iranienne, l'exercice, qui a commencé le 4 janvier et durera 2 mois, comprend un entraînement du système de défense aérienne iranien contre les menaces des missiles, des avions et de la guerre électronique dans des conditions simulées de champs de bataille. Les médias d'État iraniens ont rapporté que dans le cadre de l'exercice, les gardiens de la révolution se sont déjà entraînés à défendre le site nucléaire de Natanz contre des attaques simulées de missiles et de drones. Selon un rapport de Reuters, l'exercice se déroule dans une période difficile pour l'Iran qui a subi des coups durs sur la scène régionale. Les frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban et la destitution, le mois dernier, de son principal allié, le président Bachar al-Assad, en Syrie. Dans un discours diffusé sur la télévision d'État iranienne, le général Hossein Salami, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, a évoqué ces défaites, mais a mis en garde contre ce qu'il a appelé un faux sentiment de joie chez les ennemis de l'Iran, déclarant que la puissance militaire de l'Iran, en particulier ses forces de missiles, était plus forte que jamais. Honnêtement, j'ai du mal à imaginer qu'ils s'attendent à ce qu'une personne sérieuse prenne cette déclaration au sérieux. Mais comme c'est souvent le cas, la vérité est la première victime de la guerre. Et ici, au Moyen-Orient, c'est encore plus vrai que partout ailleurs. Quoi qu'il en soit, un récent rapport de l'agence de presse Reuters contient l'enregistrement d'une conversation entre de hauts responsables iraniens dans laquelle le général Bahrouz Asbati, qui aurait servi en Syrie, admet que l'Iran y a perdu la partie, alors peut-être que lorsqu'ils parlent entre eux, ils sont prêts à affronter la vérité. Par ailleurs, Keith Kellogg, l'envoyé américain en Ukraine, a récemment assisté à une conférence de l'opposition iranienne à Paris, au cours de laquelle il a appelé à un retour à la politique de pression maximale contre l'Iran. Il a déclaré qu'il était nécessaire d'exploiter la faiblesse du régime pour provoquer un changement. Il fait bien sûr référence à la politique mise en œuvre par l'administration Trump aux États-Unis dans le cadre de l'accord nucléaire, le JCPOA. Cette politique visait à exercer une pression économique sur l'Iran afin de le contraindre à renégocier son programme nucléaire, y compris des contraintes supplémentaires sur ses activités nucléaires. Cette politique pourrait également s'étendre au programme de missiles balistiques de l'Iran et au soutien qu'il apporte aux groupes terroristes régionaux et aux syndicats du crime. Trump, qui prendra ses fonctions le 20 janvier, a déjà déclaré qu'il avait l'intention de revenir à la politique qu'il avait menée lors de son précédent mandat. Mais avant même le retour du président Trump, Israël a infligé de nombreux dommages à l'Iran au cours de l'année écoulée. L'équilibre régional des forces a basculé en défaveur des dirigeants iraniens à la suite de la chute du régime Assad en Syrie et du coup dur porté à son principal allié, le Hezbollah, dans sa guerre contre Israël. Il est peut-être temps pour les gouvernements occidentaux d'abandonner leur ancienne politique et de se ranger aux côtés du peuple iranien cette fois-ci, en l'aidant à se libérer de la tyrannie de cet horrible régime. Et maintenant, à vous, Yair. Merci, Mati. Avant de passer à ce qui se passe dans la bande de Gaza et aux dernières négociations pour libérer nos otages détenus dans les mains méchantes et inhumaines des terroristes du Hamas à Gaza, je voudrais vous demander de rester concentrés sur la vérité. Nous, à TBN francophone, nous organisons une campagne de dons mensuels. Pour 10 € par mois, vous pouvez soutenir la vérité sur ce qui se passe en Israël. Rendez-vous sur tbnfr.org. En ce qui concerne les combats dans la bande de Gaza, les forces de défense israéliennes ont réussi samedi matin à intercepter une roquette qui a traversé le sud de la bande de Gaza, au-dessus de la zone de Kerem Shalom. Par ailleurs, les médias palestiniens ont rapporté samedi que 3 personnes avaient été tuées lors d'une frappe aérienne sur un immeuble résidentiel dans le quartier de Rimal, à l'ouest de la ville de Gaza. Ils ont également fait état d'une frappe aérienne à l'est du camp d'El Bourij, dans le centre de Gaza, et d'un bombardement de chars au nord-ouest de la ville de Rafah. Le quartier de Rimal est considéré comme le quartier huppé de Gaza où vivent les hauts responsables du Hamas.
Selon Tsahal, ils ont exploité une zone civile pour planifier leurs opérations et diriger le terrorisme. Des postes militaires et des bâtiments gouvernementaux se trouvent également dans ce quartier. L'armée israélienne a également indiqué que 4 soldats de la brigade de Nahal ont été tués au combat lorsqu'ils ont rencontré un engin explosif improvisé à Beit Hanoun. 6 autres soldats ont été blessés dans cet incident, dont 2 grièvement. L'embuscade a été tendue aux soldats alors qu'ils se déplaçaient en Humvee à la périphérie de Beit Hanoun. Dès que les engins explosifs improvisés ont explosé, le convoi a été la cible de tirs d'armes légères. Les conditions pluvieuses ont entravé la réponse, mais les forces de Tsahal opèrent dans la région de Beit Hanoun depuis environ 2 semaines, et l'on estime que l'activité sera achevée dans quelques semaines. Tsahal a insisté sur le fait qu'il existe encore de nombreux tunnels dans cette zone et dans l'ensemble de la bande de Gaza. Il reste des militants qui continuent à se battre, ainsi que des militants nouvellement recrutés qui préfèrent laisser des pièges à l'attention de Tsahal plutôt que de s'engager dans un combat face à face. Outre les dangers auxquels les forces de Tsahal sont confrontées sur le terrain à Gaza, les instances juridiques internationales exercent actuellement une pression terrible sur Tsahal, ce qui l'incite à se montrer plus prudente dans ses combats. Cela coûte la vie à nos soldats et pose également des problèmes moraux dans les rangs. À mon avis, c'est scandaleux et cela va à l'encontre de l'objectif de mener cette guerre à bien dans un avenir proche, ce qui sera bénéfique pour tous, en particulier pour la population civile de Gaza. Ces militants des droits de l'homme, qui se décrivent comme tels et qui font pression sur Tsahal pour qu'elle combatte le Hamas sans mettre en danger les civils, nuisent en fait aux perspectives d'un avenir meilleur pour ces civils. Ils placent également les soldats de l'armée israélienne dans une position insupportable et, en tant que soldat de réserve de l'armée israélienne, je le prends personnellement. Nous espérons que nous verrons bientôt Tsahal exploiter à nouveau leur avantage tactique dans la lutte contre la guérilla du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Il s'agit notamment du fait que Tsahal dispose d'un équipement de vision nocturne qui leur permet d'opérer dans l'obscurité. L'armée israélienne doit également permettre l'utilisation d'une puissance de feu massive pour débarrasser une zone d'éventuelles mines et pièges avant d'envoyer des troupes au sol. C'est la seule façon de s'assurer que leurs pièges ne fonctionneront pas et que les soldats ne seront pas exposés à des dangers inutiles. Ceci nous amène à l'évolution des négociations pour la libération des otages. Le futur président élu des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a promis que les portes de l'enfer s'ouvriront si les otages ne sont pas rendus et si la guerre dans la région ne prend pas fin au moment de son investiture. Il a adressé ces mots à tout le monde, oui, même à Israël. Il vient pour son dernier mandat. Il veut établir son héritage historique et il n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit dévoiler ses plans pour quelque raison que ce soit. Il veut entrer dans l'histoire comme celui qui a restauré le statut de l'Amérique en tant qu'entité la plus puissante de la planète. Il ne laissera pas les Houthis, le Hamas, quelques rebelles en Syrie, l'Iran, dicter la façon dont on se souviendra de son administration. Le proche collaborateur de Trump, Steve Witkoff, est arrivé à Jérusalem hier, directement de Doha, au Qatar, avec ses points à l'intention de Netanyahou et des médiateurs de l'accord. Tout cela dans le même esprit. Dans le même temps, Hamas Hochstein a expliqué à tout le monde, dans le langage diplomatique américain, que l'histoire de la guerre au Liban était close. Le 26 de ce mois, Tsahal quitte le Liban et l'armée libanaise entre dans la région pour exercer la souveraineté de l'État libanais. C'est ce qu'a déclaré Hochstein et nous pouvons supposer que Trump est du même avis. Un responsable de la sécurité a déclaré qu'il y avait un nouveau chef déterminé dans le voisinage. Il a fixé les règles du jeu, alors voyons qui le défiera et le poussera à ouvrir les portes de l'enfer. En Israël, on dit que les progrès des négociations suscitent un optimisme prudent. L'arrivée de Witkoff, en provenance directe de Doha, Qatar, a pour but d'accélérer les négociations et de pousser Israël à avancer dans la résolution des questions encore en suspens. Pour l'instant, Israël refuse de fournir des informations substantielles sur le déroulement des pourparlers. Le directeur du Mossad, Dedi Barnea,
a imposé un blackout médiatique sur les discussions et seul un petit groupe au niveau opérationnel du Mossad, qui gère les négociations, est informé des détails relayés directement au chef du Mossad et au Premier ministre d'Israël. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à prier sincèrement pour le retour de nos otages. Comme toujours, nous vous demandons de nous aider en diffusant la vérité, en partageant nos vidéos sur YouTube et en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Je voudrais conclure en rendant un dernier hommage aux héros d'Israël qui sont tombés pour défendre notre pays. Le sergent-chef de réserve Alexander Fedorenko, âgé de 37 ans, originaire de Bat Yam, conducteur de poids lourds dans le bataillon 79 de la brigade blindée d'intervention. Sergent-chef Danila Dayakov, 21 ans, de Maale Adumim, du 930 et 1e bataillon de la brigade Naral. Le sergent Yahav Maayan, 19 ans, d'Udain, et le sergent Eliav Estiukar, 19 ans, d'Ashdod, tous deux du 930 et 1e bataillon. Merci de prier pour la sécurité de nos soldats, où qu'ils se trouvent dans leur mission. Et priez pour le retour prochain de nos otages de Gaza, en Israël. Afin de personnaliser vos prières, j'aimerais vous présenter Daniela Gilboa. Daniela est une Israélienne de 20 ans originaire de Petah Tikva. Elle est la fille d'Orly et de Ran Gilboa et a une jeune sœur nommée Noam. Pendant son service militaire, Daniela a servi comme observatrice de terrain dans les forces de défense israéliennes à la base de Naral Oz, près de la frontière de Gaza. Le 7 octobre 2023, elle a été enlevée lors d'une attaque contre sa base. Les images de ce jour-là la montrent blessée et boitant, forcée par ses ravisseurs à monter dans un véhicule. En juillet 2024, le Hamas publie une vidéo de propagande mettant en scène Daniela, marquant le premier signe de vie depuis son enlèvement. Sa famille a autorisé la publication de ces images dans l'espoir de sensibiliser l'opinion publique et d'accélérer sa libération. Il s'agit d'une guerre spirituelle et nous combattons les forces du mal. Et comment mène-t-on une guerre spirituelle? En priant. Continuez donc à prier pour la paix en Israël. Et surtout, n'oubliez jamais de prier pour la paix de Jérusalem. Ensemble, nous gagnerons cette guerre, car Dieu est de notre côté.